Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la journée du 10 septembre 2025 qui est dans beaucoup d'esprits. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer dessus parce qu'un certain nombre de personnes m'ont demandé ce que j'en pensais, qu'est-ce que l'UPR comptait faire à cette occasion. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer et je voudrais revenir plus en détail sur à la fois les raisons qui me poussent à avoir la position et la position que nous prenons. Je voudrais rappeler que ça n'est pas la première fois qu'il y a ainsi une opération dont parlent soudain les médias et qui vise à canaliser la colère populaire. Sans remonter aux calendes, mais il faut remontant quand même un petit peu dans les années antérieures, il faut commencer en 2010. En 2010, il y a Stéphane Hessel, qui était un résistant français, qui d'ailleurs est décédé depuis, avait écrit un ouvrage qui s'appelait « Indignez-vous ». Pour la petite histoire d'ailleurs, il est notable que ce petit opuscule qui faisait une vingtaine de pages, qui a eu un énorme succès de librairie parce qu'il a été extrêmement médiatisé. Mais pour la petite histoire, il faut rappeler que Stéphane Hessel, qui était donc un résistant, qui était juif, avait dans ce livre « Indignez-vous » appelé les Français à s'indigner sur la situation à Gaza et sur la situation que l'État d'Israël réservait à la population palestinienne à Gaza. Je le dis au passage parce que ça prouve qu'il y a 15 ans, il y avait sur la question de Gaza quand même une liberté de ton dans la presse française et notamment des juifs français comme Stéphane Hessel qui prenaient ouvertement parti pour la population palestinienne et ses malheurs à Gaza, sans que aussitôt il fût traité d'antisémite ou d'islamo-gauchias, etc., au motif des attentats du 7 octobre 2023. Donc je le signale comme ça au passage. Mais enfin, en attendant, la thématique de Stéphane Hessel, au-delà de Gaza, c'était d'expliquer que voilà, les peuples étaient responsables de ce qui leur arrivait et qu'il fallait savoir garder sa capacité d'indignation. Voilà, indignez-vous, c'était un appel à ce que toutes les générations, en particulier les jeunes générations habituées quand même à vivre dans des sociétés assez confortables, eh bien gardent cette capacité d'indignation et de révolte face à des situations qu'elles jugent inéquitables, injustes, malheureuses, nocives, etc. Alors, ce livre a eu un grand succès et alors une des premières retombées qui a eu lieu, assez curieusement, c'est en Espagne, où le livre avait été traduit, qu'il s'est développé un mouvement, le mouvement des Indignados, le mouvement des indignés, qui s'est développé en Espagne donc à la fin de l'année 2010, autour de novembre, décembre, etc., et qui a fait tache d'huile. Il y avait des centaines de milliers de manifestants qui manifestaient en Espagne. Et puis c'est passé en France. Et en France, on a eu le mouvement des indignés qui, à la fois donc, s'inspirait du livre de Stéphane Hessel, qui était français, mais aussi s'inspirait du mouvement des indignés en Espagne. Et à partir de mai 2011, on a eu ce mouvement des indignés qui battait le pavé. Ça a duré quelques semaines. Voilà, c'était avec des étudiants, des travailleurs. Ils s'indignaient. C'était assez jeune quand même comme mouvement. Et puis ça s'est terminé comme ça. Ça s'est terminé un peu en rien. Enfin, en tout cas, le bilan du mouvement des indignés a été très exactement égal à 0. 2 ans après, le 18 juin 2013, on a vu apparaître un nouveau mouvement qui s'est appelé le mouvement des bonnets rouges. Alors le mouvement des bonnets rouges a trouvé sa source dans un collectif d'une trentaine de chefs d'entreprise bretons à Pontivy en Bretagne et qui s'indignaient, si l'on peut dire, de les taxations qu'il y avait sur l'entreprise en général en France et puis également sur des taxes notamment concernant les projets de taxer les camions circulant sur les routes, etc. Donc ça avait donné ce mouvement des bonnets rouges qui en fait avait été préparé de longue date puisque d'un seul coup, on a vu apparaître des milliers de personnes
qui portait un bonnet rouge. C'était largement sorti du cercle restreint de la trentaine de chefs d'entreprise. Ça avait été très largement repris par les médias. Donc on avait vu en Bretagne essentiellement, mais pas seulement, eh bien des foules quand même avec des bonnets rouges. Il y avait eu des commandes sans doute de plusieurs milliers de bonnets rouges qui avaient été passés, Dieu sait d'ailleurs à qui, pour faire une espèce de signe de ralliement. Pour la petite histoire, personnellement, j'avais trouvé ça un peu bizarre parce que ça me rappelait quand même furieusement des tactiques de cabinet de conseil. Ça faisait penser à... On avait eu les révolutions orange, on avait eu ce genre de choses. Donc lorsque vous avez... ça a fait un peu penser à la fameuse écharpe de Christophe Barbier, vous savez, qui a une écharpe rouge. Voilà, c'est son look, voilà, c'est une signature, comme on dit chez McDonald's. C'est le Big Mac signature. Ben là, la signature de Christophe Barbier, c'est d'avoir une écharpe rouge. Paraît-il d'ailleurs qu'il va la retirer pour aller chez LCI, aux dernières nouvelles. Mais enfin, ça lui aura fait comme ça, quand même, une partie de sa vie se sera assimilée à une écharpe rouge. Alors il y a comme ça des personnalités il y en a une qui mettait un chapeau, il y en a une qui s'habille de toujours la même couleur, etc. Il y a la chemise blanche de Bernard-Henri Lévy, si vous voulez, si possible, donc non boutonnée jusqu'au nombril. Voilà, ça fait partie de ce genre de signe de ralliement. Et donc moi, ce mouvement des bonnets rouges, j'avais trouvé ça un petit peu trop bien préparé pour que ce soit parfaitement spontané, honnête et qu'il n'y ait pas des choses derrière un peu bizarres. Alors, ce mouvement des bonnets rouges, eh bien, a fait battre le pavé à des milliers de personnes entre le mois de, disons, juin 2013, à partir du 18 juin 2013, et ça s'est échelonné quand même pendant quasiment un an, c'est-à-dire que les dernières manifestations des bonnets rouges se sont étalées jusqu'en juin 2014 pour donc un mouvement qui a quand même mobilisé des foules pendant près d'un an. Le bilan du mouvement des bonnets rouges est à peu près exactement égal à zéro au bout d'un an. Entre-temps, à partir du 26 janvier 2014, alors que le mouvement des bonnets rouges s'essoufflait, est apparu un nouveau type de manifestation, c'est ce qu'on a appelé le jour de colère. Alors le 26 janvier 2014, ça devait être le jour de colère. Et d'un seul coup, tous les médias se sont mis à parler du jour de colère. Est-ce que vous allez participer au jour de colère, etc. Et comme ça avait été le cas pour les indignés, comme c'était un petit peu moins le cas pour le mouvement des bonnets rouges, mais là, pour la première fois, on a vu vraiment un mouvement très médiatisé dont on ne savait pas qui était à l'origine. Voilà. Alors les gens se sont dit mais c'est quoi ce jour de colère ? Tout le monde était en colère, les Français sont en colère, etc. Et puis en fait on a gratté, on a découvert que derrière c'était l'extrême droite, c'était le Front National qui était derrière ce mouvement du jour de colère, avec certains éléments de ce qui était encore à l'époque l'UMP. Certains ont dit qu'il y avait Patrick Buisson qui est décédé depuis, mais qui était un des maîtres à penser de la droite française, proche de Nicolas Sarkozy, et Patrick Buisson qui militait pour l'union des droites en faisant sauter la barrière entre le Front National et les partis de droite dits républicains, pour faire court, en tout cas, qui avait cette barrière étanche qui a d'ailleurs fonctionné encore jusqu'aux élections législatives en France de 2024, avec le phénomène dit des castors pour battre le RN. Alors ce qui est important, c'est que ce jour de colère, on a commencé à voir, quelques jours avant qu'il n'arrive, que derrière, il y avait une partie du Front National, il y avait une partie de l'UMP, il y avait également des mouvements ou des officines proches de l'extrême droite, comme je crois Riposte laïque. Alors évidemment, à partir du moment où ceci a été éventé, alors à ce moment-là, il y a eu le contre-coup dans les médias, c'est-à-dire que toute la gauche s'est pincé le nez en disant hors de question de participer à ce jour de colère. Alors en tout cas, si l'on fait le bilan du jour de colère, il est très exactement égal à zéro.
2 ans après, on est en février 2016. Le 23 février 2016, il y a une réunion à la Bourse du Travail pour faire le point avec François Ruffin, qui est un député mélenchoniste, qui a fait un film qui s'appelle Merci Patron, dont tous les médias parlent comme si c'était la Palme d'Or du Festival de Cannes. Et donc dans Merci Patron, eh bien, M. Ruffin montre justement le problème de la baisse du niveau de vie des travailleurs, des conditions de travail, etc., etc. Et donc donne lieu à un débat un peu houleux sur la Bourse de travail à Paris le 23 février 2016. Il va en sortir, quelques jours après, un mouvement politique qui est fondé, paraît-il, sur la convergence des luttes. C'est la thématique qui est sortie d'un chapeau à partir du 31 mars 2016. Alors c'est quoi cette convergence des luttes? Bien, on voit des revendications catégorielles s'agglutiner autour de ce mouvement, auquel on va donner le nom de Nuit debout, c'est-à-dire des manifestations nocturnes tous les jours en fait, place de la République à Paris, donc tout ça est quand même très très parisien, avec qui va manifester pour l'éducation, qui va manifester pour le système de santé et les hôpitaux qui sont maltraités. Il s'y ajoutait des mouvements, des nébuleuses que l'on trouve à l'extrême gauche, comme le mouvement Attaque, les altermondialistes, des écologistes, etc., qui se sont agglutinés à ce mouvement Nuit debout qui a pris la coloration de l'extrême gauche. S'ajoutait à ce mouvement Nuit debout ce qu'on a appelé les zadistes, à partir de ZAD, zone à défendre. C'est pas une terminologie administrative, c'est une terminologie des manifestants qui ont trouvé ça en moquerie, pour se moquer des acronymes administratifs. Les ZAD notamment, s'étaient beaucoup développés avec le projet d'aéroport de Nantes, de Notre-Dame-des-Landes. Vous vous rappelez, ça a été une pierre dans le soulier du gouvernement pendant des mois et des mois et des mois, le refus d'un certain nombre de riverains et le soutien d'écologistes, d'altermondialistes, d'activistes de l'extrême gauche de s'opposer à ce projet d'aéroport. Ils ont fini d'ailleurs par avoir gain de cause. Alors ce mouvement Nuit debout, il s'est réuni comme ça tout au long du printemps 2016. Peut-être jusqu'à l'été 2016, et puis en fait rien. Le bilan de Nuit debout est assez exactement égal à 0. Si le gouvernement a abandonné le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'était pas du tout parce qu'il y avait le mouvement Nuit debout à Paris, place de la République, c'est parce qu'il y avait en permanence des échauffourées, des heurts avec la police du côté de Nantes sur le site même de l'aéroport, et que c'était devenu en fait ingérable. 2 ans après, on a l'impression qu'il y a une espèce de scansion biennale. Tous les 2 ans, il faut que ça revienne. 2 ans après, on a eu le 5 mai 2018 un projet qui a été lancé encore par François Ruffin, toujours député LFI. François Ruffin qui finalement avait du mal sans doute à digérer le fait que son mouvement de convergence des luttes finalement avait fini par faire long feu. Donc il a lancé le 5 mai 2018 une journée qu'il a appelée la fête à Macron. Alors la fête à Macron, il s'agissait de mobiliser les mécontents contre Macron et de faire la fête à Macron. Voilà, donc les gens se sont réunis dans un certain nombre, dans quelques grandes villes de France, pas seulement à Paris, je crois. Il y a eu des gens qui se sont manifestés. Voilà, je ne sais pas s'ils avaient des casseroles ou des trucs comme ça. Ils faisaient la fête à Macron. Voilà. Le bilan de la fête à Macron, on peut le voir en 2025, a été très exactement égal à 0. Et puis la même année, mais quelques mois après, apparaît la grande affaire. C'est à partir du 17 novembre 2018, le mouvement des Gilets jaunes. Mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs, rappelez-vous, qui a été annoncé à grand son de trompe par tous les médias mainstream. Et je me rappelle en particulier, BFM TV expliquait c'est dans 15 jours, c'est dans 10 jours, etc. Qu'est-ce que ça va donner? Donc il y avait eu une orchestration médiatique de ce mouvement des Gilets jaunes, qui m'avait fait regarder d'ailleurs au début ce mouvement avec un certain scepticisme, mais qui avait bien pris dans l'opinion publique, et on avait vu qu'il y avait
énormément de Français qui s'étaient mobilisés à cette occasion. Et donc, un peu comme si les organisateurs avaient été un peu dépassés par les événements. D'ailleurs, on ne savait pas qui étaient les organisateurs du mouvement des Gilets jaunes. On avait, à la différence des opérations de Ruffin, là on était quand même plutôt dans le système, un peu comme Jour de colère, qui avait été piloté en sous-main par l'extrême droite. Là on était dans un mouvement, on ne savait pas s'il y avait même des organisateurs. En tout cas, ça s'est énormément développé. Rappelez-vous, en novembre, décembre, de janvier 2018. D'ailleurs, ça a failli tourner très mal pour Macron, puisqu'il était allé avec son épouse, je crois, assister à un spectacle dans un théâtre parisien qui s'appelle Les Bouffes du Nord. Il avait été reconnu par la foule. Il avait fallu qu'il s'enfuit avec Brigitte Macron pourchassé par la foule. Enfin, il y avait eu une autre fois, l'Élysée avait quasiment été cerné. Enfin, c'était, rappelez-vous, on a été deux doigts de la crise de régime, et il y a eu des millions de Français qui ont manifesté, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, la plupart d'entre eux avec énormément de bonne foi. Sauf que ce mouvement qui n'avait pas de ligne directrice, qui avait quelques motifs de revendication qui revenaient régulièrement, comme par exemple le RIC, référendum d'initiative citoyenne, mais qui drainait en fait à lui des mécontents de tous les bords, de l'extrême gauche, de la droite, de l'extrême droite. Il lui manquait en fait une direction. Il y avait des personnalités qui sont apparues en plein jour. Certains, on a à l'esprit le nom de Jérôme Rodriguez, par exemple. Personnalités qui, parfois, comme c'est le cas de Jérôme Rodriguez d'ailleurs, ont été blessées pendant les manifestations. Il a perdu un œil. Et vous avez vu que la réaction de Macron et du ministre de l'Intérieur, Castaner, ont été très violentes, au point même d'ailleurs que ça a fait jaser à l'ONU et ça a fait jaser au sein même de l'Union européenne, où il y a eu quand même un certain nombre de pays européens qui ont appelé le gouvernement de Macron à la raison, puisque ça s'est soldé par des personnes mutilées, des éborgnés, des gens qui ont été mutilés à vie par dizaines. On n'avait jamais vu ça en France, d'ailleurs, une telle répression depuis très longtemps. Je rappelle que les événements de mai 68, au bout du compte, sur l'ensemble de la période de mai-juin 1968, il y a eu assez peu de blessés, et il n'y a eu que, si j'ose dire, 3 morts, qui sont morts d'ailleurs dans des circonstances. Il y en avait un qui était tombé d'un toit, etc. Donc il n'y a pas eu... évidemment, tout est à regretter, mais compte tenu de l'ampleur de ce qu'avait été mai 68, le bilan en humain avait été quand même pas faible. Et d'ailleurs, beaucoup de personnalités, de droite comme de gauche, avaient rendu hommage à cet égard à Maurice Grimaud, qui était le préfet de police de Paris et qui avait géré mai 68 avec quand même beaucoup d'intelligence pour éviter qu'il y ait trop de pertes humaines. Alors c'est pas du tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, mais le bilan des Gilets jaunes, ça n'est pas uniquement ça. Ça s'est traduit ensuite par les cahiers de doléances. Macron a lâché du lest. Il a organisé des séances de palabres dans tous les villages de France. On appelait les Français à venir écrire leurs revendications. Donc ça a fait un petit peu baisser le mouvement, ça, puis surtout les actes de répression. Et puis ce qui a amené le mouvement à sa perte, c'est que l'on a vu apparaître des violences considérables venant de certains manifestants, avec des bris de verre, des vitrines de commerce fracassées, et puis également des propos du style, des propos racistes ou antisémites qui avaient été opportunément captés par des médias mainstream qui se faisaient fort de les répercuter. Beaucoup d'observateurs estiment qu'en fait, le mouvement des Gilets jaunes a été torpillé par cette infiltration d'agents provocateurs, comme on le dit, qui sont là justement pour pourrir un mouvement en lui faisant porter des thématiques qui n'étaient pas du tout celles de l'écrasante majorité des manifestants. L'écrasante majorité des manifestants des Gilets jaunes, c'était les Français comme vous et moi. D'ailleurs, moi-même, j'étais allé une fois pour aller voir ce que c'était une manifestation des Gilets jaunes. Il y avait beaucoup de bonne volonté, de bienveillance, de colère, bien sûr, mais c'était pas des foules sanguinaires qui étaient là, ni racistes ni antisémites. Mais pour pourrir un mouvement comme celui-ci,
Vous savez le rôle déformant des médias. Il suffit d'envoyer quelques agents provocateurs qui tiennent des propos scandaleux. Ensuite, faire croire que ça représente le mouvement. Il suffit aussi d'envoyer des black blocs, c'est-à-dire des casseurs qui ont souvent partie liée d'ailleurs avec la police pour pourrir le mouvement de l'intérieur et d'un seul coup faire peur à la France profonde. Voilà, les gens qui se disent non, c'est pas possible. C'est comme ça que le mouvement des Gilets jaunes a été torpillé. Le bilan du mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas tout à fait égal à zéro, puisqu'il en est resté une histoire, des solidarités, des complicités, des gens qui continuent à se voir, qui s'étaient connus sur ces fameux ronds-points qui avaient eu lieu. Il y a eu aussi, comme parmi les résultantes de ce mouvement des Gilets jaunes, il y a eu quand même une cassure avec Macron. Il a commencé ce mouvement en novembre 2018. Moi, je rappelle que le 2 décembre 2018, pour accompagner ce mouvement, nous avons publié sur le site de l'UPR un document qui y est toujours d'ailleurs. Vous pourrez aller voir la date de publication. C'était un document qui appelait l'ensemble des parlementaires à lancer la procédure de destitution de Macron en vertu de l'article 68 de la Constitution. Et donc j'évoquais dans ce document toute une série de motifs juridiques qui devaient amener à la destitution de Macron. Il y aurait bien sûr beaucoup de choses à ajouter depuis lors, puisque c'était en 2018, il y a 7 ans, décembre 2018. Cette proposition avait été accueillie d'ailleurs avec des ricanements, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. À l'extrême droite, on faisait semblant que nous n'existions pas. Et à l'extrême gauche, en 2018, c'était quand même un an après la présidentielle, donc je commençais quand même à être connu. En 2018, eh bien, l'extrême gauche et LFI disaient que c'était scandaleux de proposer ça. Tout le monde savait que ça ne marcherait pas, que ça ne pourrait pas être voté. À quoi j'expliquais d'ailleurs que c'était pas parce que ça ne serait pas voté qu'il ne fallait pas le faire. Sinon, s'il ne fallait faire que des choses dont on est sûr qu'elles seraient votées, eh bien jamais l'opposition au Parlement français ne présenterait le moindre amendement à des projets de loi, ne proposerait jamais la moindre proposition de loi puisqu'il serait sûr que ça ne serait pas voté. Voilà. En attendant, donc mais c'était une pierre qu'on avait placée pour l'avenir. Hein, donc dès le 2 décembre 2018, l'UPR peut s'enorgueillir d'avoir été la première force politique dès le 2 décembre 2018 à réclamer la mise en œuvre de l'article 68 de la destitution contre Macron. Vous savez qu'à partir de 2024, à partir de l'an dernier, LFI, qui pendant 6 ans nous avait brocardé, a décidé de reprendre à son compte cette idée qui maintenant est dans tous les esprits, puisque là je parle, nous sommes donc le 28 août 2025 et LFI vient de faire savoir qu'il allait lancer une nouvelle procédure de destitution de Macron suite à la demande de Bayrou de se poser la question de confiance au Parlement. Mais à part ces solidarités qui sont restées à travers les années suivantes entre certains manifestants qui se sont connus sur les ronds-points, à part donc notre dossier sur la destitution de Macron, ce qui restait des Gilets jaunes, eh bien c'était ces milliers, ces dizaines de milliers de cahiers de doléances qui ont été rédigés un petit peu à travers toute la France. Et vous savez ce qui en a été fait, eh bien ils ont été classés verticalement, c'est-à-dire placés aux archives départementales. Dans chaque département, il y a auprès de la préfecture un service et auprès du conseil départemental, il y a un service des archives. Donc dans le meilleur des cas, ils ont été placés aux archives. Dans le pire des cas, ils ont été passés au broyeur, tout simplement. Ils ont été détruits. Il n'en est strictement rien ressorti, y compris aucune modification dans l'attitude de Macron, qui était déjà à l'époque jugée méprisante, hautaine, refusant d'écouter les Français, etc. On n'avait rien vu par rapport à ce qui est arrivé avec le Covid 2019 et avec les propos de Macron, où, rappelez-vous, quand il a expliqué que son objectif, c'était d'emmerder les Français, du moins ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner. Quoi qu'il en soit, ce mouvement des Gilets jaunes, qui avait démarré en fanfare le 17 novembre 2018, a commencé à s'étioler au printemps, disons à partir de février-mars 2019, et il a quasiment disparu en avril 2019, avec un bilan, encore une fois, qui est pas loin de zéro.
pour surfer quand même sur la vague du mécontentement, eh bien, il y a eu François Ruffin, encore lui, pour la troisième fois, qui a lancé le 4 mai 2019 ce qu'il a appelé les barbecues anti-Macron. Il avait fait la fête à Macron, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, donc, le 4 mai 2019, il fait des barbecues anti-Macron. Donc, on a vu dans les villes et villages de France des gens qui mettaient des barbecues, voilà, dans des jardins, chez des particuliers, ou bien sur le trottoir, ou sur des ronds-points. Et puis, donc, ils ont fait griller des chipolatas et des merguez avec un coup de bière ou un petit peu de vin pour faire un barbecue pour protester contre Macron. Voilà. Alors ça avait été très médiatisé aussi. Le bilan des barbecues anti-Macron est très exactement égal à 0. Et puis après ça, il s'est passé quoi ? Il s'est passé justement le Covid. Voilà, le Covid qui a commencé à apparaître donc dans la fin de 2019 et puis début 2020. Avec les décisions prises par Macron, du confinement généralisé, etc. Et rappelez-vous que la France est entrée quasiment en hibernation pendant les années 2020, 2021, 2022, avec un confinement, puis un déconfinement, puis un reconfinement, des mesures complètement délirantes prises par Macron, prises par Olivier Véran, prises par Édouard Philippe, avec l'administration de Rivotril à haute dose dans les EHPAD, avec une augmentation très importante de la mortalité de nos aînés à qui on avait administré forfaitairement de ce Rivotril. On a vu après Édouard Philippe, on a vu Jean Castex, le Premier ministre, expliquer que on risquait il fallait mettre quand on allait dans un bistrot, il fallait mettre le masque. Si on était debout, on pouvait l'enlever si on était assis, à moins que ça ne soit l'inverse. Enfin, c'était absolument ridicule. Rappelez-vous aussi ces mesures incroyables où il a été décidé que dans les supermarchés, les hypermarchés, il y avait des rayons où on ne pouvait pas acheter des produits d'autres qui étaient dits de première nécessité que l'on pouvait acheter. Donc on avait des scènes comme celles que vous voyez à l'écran où on avait des rayons, on pouvait s'acheter une paire de chaussettes mais pas une petite culotte. Enfin, c'était absolument délirant. Ça a été sous le Premier ministre Édouard Philippe et le Premier ministre Jean Castex. Et en même temps, comme vous le savez, c'est la responsabilité écrasante de Macron et d'Édouard Philippe, c'est de payer des gens à ne rien faire, de demander aux gens de se claquemurer chez eux et d'augmenter la dette publique française d'une façon qui fait que maintenant la France est en faillite. Le coût de cette affaire, ça a été 600 milliards d'euros. C'est un scandale absolu d'avoir dépensé cet argent à ne rien... En fait, que les Français ne faisaient rien, alors que, ma foi, il y avait des quantités de programmes qu'on aurait pu financer en cri misère sur toute autre chose. Je rappelle d'ailleurs que la position prise par Macron, qui a été présentée par les médias comme étant d'une très grande rationalité, il sauvait la France, c'est vraiment de la foutaise, puisque je rappelle qu'au sein, dans la communauté internationale des États, il y a eu des États qui n'ont strictement rien fait, comme la Biélorussie. Oh, Dieu sait si les médias se sont moqués de la décision de Loukachenko de ne prendre aucune mesure. En fait, il y a eu moins de morts au bout du compte du Covid en Biélorussie par milliers d'habitants qu'en France. Voilà. Et ils n'ont strictement pas fait le sketch qu'on a subi pendant 2 ans. Alors, le confinement n'a pas été toujours identique. Il y a eu aussi des manifestations qui ont eu lieu contre justement la politique gouvernementale. Je suis moi-même allé manifester plusieurs fois. J'ai même fait une manifestation, c'était devant le Sénat, où j'ai attrapé le Covid, justement, le Covid-19, que j'ai d'ailleurs justement soigné en prenant une tablette entière d'ivermectine. Alors je ne sais pas si c'est un hasard, mais force est de constater qu'entre le moment où j'ai pris de l'ivermectine, où j'avais 39,5 de fièvre à 20h et le lendemain 8h du matin, ma fièvre était passée de 39,5 à 37,8 sans plus jamais remonter. Et ainsi, je ne sais pas si ça vaut valeur de test, mais en tout cas, force est de constater que, eh bien, ma famille et moi-même avons attrapé le Covid et finalement nous en sommes rééchappés tout simplement, soit en ne faisant pas grand-chose qu'à d'attendre, comme une forte grippe, soit en prenant de l'ivermectine. Quoi qu'il en soit, j'ai participé à des manifestations, j'en ai participé à 3-4.
Parce qu'il y avait quand même, je voyais qu'il y avait quand même... D'abord, c'était scandaleux, parce qu'il y avait quand même un certain entraînement des Français. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient que je m'engage davantage encore. Donc, je suis allé dans ces manifestations. Je ne le regrette pas, sauf celle où j'ai attrapé le Covid. Mais enfin bon, c'est quand même une expérience. Mais force est de constater au bout du compte que ces manifestations, leur bilan est égal exactement à zéro. Ça n'a pas fait n'a pas fait dévier d'un millimètre la politique gouvernementale dont j'ai rappelé que Macron l'avait synthétisée en disant que son objectif, c'était d'emmerder le maximum de Français. Et puis, avec la fin de l'année 2022, on a commencé à souffler. On a vu que... Et c'est comme la fin de toutes les épidémies, c'est-à-dire que quand il y a des virus mutants et de plus en plus nombreux, les derniers virus sont plus inoffensifs que les premiers. Voilà. Et donc ça s'est un petit peu terminé comme cela. Alors est arrivée l'année 2023 et donc on a vu apparaître le 5 juin 2023 un appel aux apéros anti-Macron. Alors cet appel qui ressemble furieusement à la fête à Macron de Ruffin ou bien au barbecue anti-Macron de Ruffin, les apéros anti-Macron, ça a été lancé le 5 juin 2023, non pas par Ruffin exceptionnellement, mais par un de ses amis, le député LFI Antoine Léaumont. Voilà. Alors le bilan de ces apéros anti-Macron, les gens c'est toujours sympathique d'aller prendre un apéritif, bien entendu. C'était comme les barbecues. Mais le bilan a été exactement égal à zéro. Arrive l'année 2025, l'année où nous sommes, et on a vu apparaître en janvier un autre mouvement qui a été lancé par le romancier Alexandre Jardin, mais qui a des tentations politiques, puisqu'il a essayé d'être candidat à l'élection présidentielle. En 2017, je crois, 2022, il n'a pas réussi à avoir les parrainages. Et Alexandre Jardin a donc créé un mouvement qui s'appelle le mouvement des gueux. Des gueux, c'est-à-dire G-U-E-U-X, c'est-à-dire des mendiants, des misérables, et les gueux étant les Français. Voilà. Personnellement, je ne suis pas le seul à le penser, c'est pas forcément très flatteur de traiter nos compatriotes de gueux, même si l'on comprend la volonté de jouer les misérables contre l'oligarchie, mais le mouvement des gueux, ça le fait pas. D'abord, ça fait... on ne sait pas comment ça s'écrit, des gueux. Bon, c'est pas très euphonique, c'est le moins que l'on puisse dire. Et dans ce mouvement des gueux, eh bien, Alexandre Jardin a essayé d'ameuter les Français sur telle ou telle cause, notamment sur les fameuses ZFE, vous savez, qui s'étaient développées dans certaines des grandes villes de France. Il y avait une dizaine de villes, des zones à faible émission, où la puissance publique, où les collectivités locales plus exactement, prétendaient interdire l'entrée dans le centre-ville à des véhicules polluants, soit à cause des émissions de microparticules avec les plaquettes de frein, soit avec la production de gaz à effet de serre et la combustion des hydrocarbures, du diesel ou de l'essence. Bref, c'était devenu très impopulaire et le mouvement des gueux d'Alexandre Jardin a surfé sur cette affaire en protestant vigoureusement. Alors lorsque les LFE ont été abandonnés et que ça a été finalement abandonné par l'État, par une loi, Alexandre Jardin a essayé de tirer la couverture à lui en disant que c'était grâce à son mouvement. Le Rassemblement national a dit que c'est pas du tout, c'était grâce à ces manifestations. En fait, c'est parce que tout simplement les autorités avaient vu que ça coinçait, et énormément de Français étaient absolument scandalisés par cette entrave en fait à la liberté d'aller et venir, qui d'ailleurs aurait peut-être été jugée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel si nécessaire. Quoi qu'il en soit, ce mouvement des gueux continue d'exister, on l'entend ici ou là. Le problème qui s'est posé, c'est qu'un certain nombre d'observateurs ont remarqué qu'il était soutenu pas seulement par Alexandre Jardin, mais que derrière lui, il y avait un certain nombre de responsables politiques de droite, avec notamment des responsables de LR, en particulier de M. Bellamy, mais aussi le soutien de M. Lisnard, le maire de Cannes, et puis aussi le soutien de Robert Ménard, qui est à la lisière entre
les Républicains et le Rassemblement national qui a la lisière entre droite et extrême droite, si tant est que l'on qualifie le RN d'extrême droite. Voilà. En attendant, il y a aussi un certain nombre de personnes qui se sont rappelées que M. Alexandre Jardin, que ce soit en 2017 ou en 2022, a appelé à voter Macron. Voilà, j'ai fait une rétrospective de ces mouvements qui se sont déroulés et dont le bilan, si vous y pensez, si vous y réfléchissez, est égal à peu près à 0. Même si le mouvement des gueux s'attribue la fin des ZFE, c'est tout à fait excessif. En fait, le bilan de toutes ces opérations, ce sont des millions de Français qui on a fait sortir. On leur a mis des bonnets rouges, on leur a mis des gilets jaunes, on leur a fait manger des barbecues, on leur a fait siroter des apéros, on les a fait veiller la nuit pour nuit debout, on les a pressés d'être dans un jour de colère. Il fallait qu'ils se mettent en colère un jour très précis, etc., etc. Au bout du compte, rien. Voilà. Et arrive donc ce mouvement du 10 septembre. Vous comprendrez, avec mon goût pour l'histoire, et pour l'histoire ancienne comme pour l'histoire récente, et pour l'histoire immédiate, vous comprendrez qu'avec le recul du temps, depuis 15 ans, j'ai le calme des vieilles troupes. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'est que le mouvement du 10 septembre présente toutes les caractéristiques de ce que je viens de vous dire. Un mouvement dont il n'est pas très clair de savoir qui est derrière. Alors certains ont été plus clairs, avec notamment Ruffin ou les Haumans, etc. Mais il y en a plusieurs autres. C'était dans un clair-obscur, un jour de colère, les bonnets rouges, les gilets jaunes, tout ça n'était pas très très clair. Même les gueux, on ne sait pas, on croit qu'il n'y a que M. Alexandre Jardin. Non, c'est piloté par LR. Donc là, on a un mouvement dont on ne sait pas qui est derrière. On a un mouvement qui essaye de fédérer des mécontentements, mais un mouvement qui, en fait, n'a pas de leader, n'a pas non plus de programme. Ça fédère des mécontentements, c'est un peu comme Nuit debout, la convergence des luttes, mais convergence des luttes, convergence des protestations, ça n'aboutit à rien. Il faut avoir... Normalement, quand on veut avoir un mouvement révolutionnaire, puisque c'est de ça qu'il s'agit, eh bien, il faut avoir une structure, une structuration. Alors, je connais bien tout le narratif qui dit nous ne voulons pas d'homme providentiel, aucun politique, hors de question d'avoir ci, d'avoir ça. Nous ne voulons pas être récupérés. Nous sommes pour le RIC. Bon, ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est que depuis 15 ans, on voit le résultat. Le résultat, c'est rien. Et depuis 15 ans, on voit que ces manifestations n'ont jamais accouché de quelque chose de programmatique concret. N'a jamais présenté, non plus, ne s'est jamais traduit par un investissement dans les élections. Parce que je suis désolé de le rappeler, c'est que c'est mon bon sens qui me fait parler, c'est que on fait changer une situation. On peut vivre dans le monde romantique de la révolution, des lendemains qui chantent, du grand soir qui va arriver, d'une révolution générale. Il y a des gens qui ont passé leur vie à rêver comme ça. À quoi j'objecte ce beau proverbe chinois que je cite régulièrement, qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Donc pendant qu'on rêve comme ça d'un grand soir révolutionnaire, d'une grande révolution, en pratique, très concrètement, il ne se passe rien. Il ne se passe que des manifestations, mais qui ne débouchent sur rien. On pourrait dire, si on veut essayer de trouver quelque chose de positif, que ce qui fédère ces mouvements, c'est d'abord l'hostilité à Macron, très bien, et éventuellement en termes programmatiques, le RIC. Bon, je signale pour la petite histoire que dans mon programme présidentiel de 2012, j'avais pas pu me présenter, mais en tout cas, il y figurait en 2017. Il y avait ce que j'appelais le RIP, le référendum d'initiative populaire, que nous avons rebaptisé pour coller à l'opinion le RIC, référendum d'initiative citoyenne, et que je proposais expressément dans mon programme. Voilà, je le signale au passage, parce que on peut très bien s'insérer dans un mouvement politique qui demande le RIC. Parce que demander le RIC, si on n'a pas
de mouvements politiques qui participent à des élections. On peut demander le RIC, hein, comme disait De Gaulle, l'Europe. On peut faire ça sur l'ère des lampions, mais dans une société comme une société contemporaine, comme la France, comme les pays démocratiques, il y a, quelle que soit la société d'ailleurs, il n'y a que deux façons de modifier le réel. Deux et deux seulement. La première, c'est la façon légale. La façon légale, c'est de participer à des élections, de se présenter à des élections, d'avoir un programme et d'avoir des élus. Ça, c'est la façon légale. Et puis il y a la façon illégale, eh bien, c'est une révolution violente ou un coup d'État militaire qui peut être fait. Voilà. Alors il faudrait que les choses soient claires. Moi, personnellement, je ne propose pas aux Français un coup d'État militaire ni une révolution violente. Je propose de rester dans les formes légales. Il peut y avoir des gens qui disent il faut passer aux formes illégales, mais qu'ils le disent et qui nous expliquent. Ils nous expliquent par exemple comment et par quel miracle il pourrait y avoir un coup d'État militaire en France, alors que l'on sait que la haute hiérarchie militaire de l'armée a été sélectionnée pour être. Il suffit de voir qui sont tout à fait au sommet de l'armée, des gens qui sont très macro-compatibles, très favorables à l'Union européenne, très favorables à l'OTAN. Alors en conclusion, finalement, de tout ce que nous avons vu, depuis 2010, toutes ces opérations qui ont eu lieu, si on y réfléchit bien, elles présentent toutes 4 caractéristiques. 4. Première caractéristique, on ne sait pas très bien qui les conduit, et en tout cas, on ne sait pas très bien quel est l'objectif. À part un point commun un peu partout, c'est le RIC. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de demande très explicite. Il y a des revendications catégorielles, des convergences de lutte, mais il n'y a rien de très précis sur les objectifs qui sont attendus et demandés. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces opérations sont ultra médiatisées. Un peu par l'opération du Saint-Esprit. Il y a des opérations, on ne sait même pas qui les a lancées, mais elles bénéficient d'une couverture médiatique extraordinaire que moi, en 18 ans, je n'ai jamais eu, j'ai même pas eu 5% de cette couverture médiatique. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un seul coup tous les médias se sont-ils intéressés au 10 septembre? C'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est que, au bout du compte, si on regarde bien, il n'y a jamais question de la sortie de l'Union européenne, de la sortie de l'euro et de la sortie de l'OTAN. En d'autres termes, ce sont des protestations contre des conséquences, mais jamais d'interrogation sur leurs origines, sur les causes, jamais de remise en cause des origines des problèmes constatés. L'absence totale de référence à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. Même pire d'ailleurs, très souvent, quand on interroge tel ou tel responsable de ces manifestations, il explique bien qu'il n'est pas question de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est la troisième caractéristique. Et la quatrième caractéristique, c'est qu'au bout du compte, avec le recul du temps, on s'aperçoit que ça a débouché sur rien du tout. Voilà, zéro. Le bilan, au bout du compte, c'est zéro. Et comme le bilan est zéro après avoir fait manifester pendant parfois des mois, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes parfois, quel est le résultat final de toute cette opération? C'est le découragement et le désespoir. En d'autres termes, toutes ces manifestations depuis 2010, qui se parent des vertus de l'opposition farouche, on va voir ce que l'on va voir, qui donnent l'impression d'être des mouvements révolutionnaires, leur impact définitif, au bout du compte, c'est de décourager les gens. En fait, c'est exactement comme des paratonnerres qui se dressent vers le ciel pour capter la colère du peuple français comme un paratonnerre capte la foudre. Mais vous savez quel est le rôle d'un paratonnerre? C'est de capter la foudre pour l'entraîner dans le sol et la neutraliser, pour empêcher que ça fasse des destructions. C'est la même chose. En fait, toutes ces opérations, elles captent la colère populaire pour les neutraliser, les envoyer dans le sol.
C'est la raison pour laquelle, bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je comprendrais très bien que vous alliez manifester, que vous ne fassiez pas tourner votre carte bancaire. Pourquoi pas? Si ça peut faire plaisir, si ça peut donner l'impression de bouger, de faire quelque chose. Mais en pratique, j'espère que je me trompe, mais en pratique, le 10 septembre n'aura pas un effet très différent de celui de toutes les manifestations comparables qui l'ont précédé. La réalité des choses, c'est qu'il faut abandonner ce romantisme. Il faut abandonner ces opérations de désespérance, en définitive. Parce que mobiliser l'espoir des gens pour, au bout du compte, aboutir à rien, eh bien, ça finit par faire que les gens se désespèrent. Désespèrent de trouver une solution politique et se raccrochent finalement aux élections présidentielles, à la personne qu'on va leur présenter comme étant un opposant, qui d'ailleurs, au passage, cet opposant qu'on leur présentera à l'élection présidentielle, comme par hasard, ne voudra pas sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Alors évidemment, ce que je dis n'est pas forcément très agréable à ceux qui portent beaucoup d'espoir dans ce mouvement du 10 septembre, qui pensent que ça va tout péter, que effectivement les choses vont changer. Mais moi, je pense que le devoir d'un homme d'État, ça n'est pas de raconter des salades. Ça fait 15 ans qu'on raconte des salades aux Français avec tous ces mouvements. Le devoir d'un homme d'État, c'est de dire aux Français la réalité. Ça veut dire que si vous voulez aller manifester le 10 septembre, soit dans la rue, soit par exemple en faisant la grève des achats, vous ne faites pas tout chauffer votre carte bancaire ce jour-là. Voilà, pourquoi pas? Faites-le. Moi, je n'y vois aucun point hostile. Mais de grâce, ne croyez pas que tout ceci soit spontané et ne pensez pas que ça va changer vraiment les choses. Voilà, vous avez mon point de vue, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez aller manifester, allez-y. Si vous voulez ne pas utiliser votre carte bancaire, ne l'utilisez pas, je vous soutiens. Mais encore une fois, n'attachez pas à ça trop d'espérance. Et je voudrais conclure par le fait que la situation de la France, elle est tellement grave que face à une situation extrêmement grave, il faut arrêter les enfantillages, il faut arrêter le romantisme, il faut arrêter de tomber dans la première manipulation venue, dans le premier traquenard médiatico-politique venu. Il faut garder l'esprit rationnel, il faut calculer comme un joueur d'échecs et il faut se rassembler. Il faut se rassembler auprès d'une offre politique, avec un mouvement politique qui est porteur d'un véritable projet révolutionnaire. Or, la véritable révolution, sauf à ce qu'il y ait alors évidemment une grande révolution comme 1789, mais c'est encore une autre histoire, parce que les grandes révolutions, il y a derrière des forces sous-jacentes qui n'existent pas forcément à notre époque ou qui existent dans un sens qui n'est pas celui de ce que l'on croit. En attendant, si les Français veulent vraiment changer les choses, ça va se passer à l'élection présidentielle en 2027. Et si les Français veulent vraiment changer les choses, eh bien, il faut qu'ils arrêtent le romantisme, il faut qu'ils arrêtent la dispersion, il faut qu'ils arrêtent de se bouffer le nez, il faut qu'ils arrêtent de créer leur chapelle, il faut se focaliser et se rassembler derrière un mouvement politique qui propose radicalement de changer les choses de façon absolument inébranlable depuis 18 ans. Vous avez bien compris que je parle de l'UPR, parce qu'à l'UPR, nous nous mettons au sommet de la hiérarchie de nos priorités la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN. Ce qui n'est pas le cas des quelques mouvements politiques qui nous ont imités, qui d'ailleurs sont plus petits que nous, font des scores moins bons dans les urnes, mais qui, dans certains cas, privilégient d'abord et avant tout l'union des droites avec des mouvements de droite qui veulent rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, ou des mouvements de gauche qui veulent également rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Voilà. C'est au peuple français de réfléchir. Il a du temps. Il a du temps, pas trop, mais il a encore du temps, jusqu'en avril-mai 2027, pour savoir pour qui il va voter. Est-ce qu'il va voter pour les partis politiques et les mouvements qu'on leur médiatise, comme on leur a médiatisé toutes ces journées, tous ces mouvements dont je viens de parler qui n'ont abouti à rien? Ou est-ce que les Français
vont comprendre que la libération de la France passe d'abord et avant tout par le fait de ne plus écouter les grands médias mainstream, puisque les grands médias mainstream qui sont détenus par des représentants de l'oligarchie qui est en train de détruire la France, les médias mainstream sont là pour pousser les Français à voter pour leurs bourreaux, à voter pour ceux qui sont en train de détruire notre pays. Vive l'UPR et vive la France. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.